Alors, quand l'inspecteur des impôts fait ses comptes, le bilan est on ne peut plus positif, l'herbe à la couleur verte des dollars. Notre budget s'élève à 340 millions d'euros. Le cannabis en représente 2%. Il génère plus de 4 millions d'euros de revenus chaque année pour la ville. Ce n'est pas rien, ça nous permet d'embaucher des policiers supplémentaires, de créer des bibliothèques, de réparer des routes, d'ouvrir les parcs au public plus longtemps et d'améliorer la vie de nos concitoyens. C'est bien pour la communauté. Premiers à avoir légalisé cette drogue douce pour un usage thérapeutique, les Californiens ont très vite été suivis. Aujourd'hui, 15 autres États ont adopté la même législation. Le cannabis est même devenu un enjeu national qui s'invite dans tous les débats publics. Dans cette émission, des hommes politiques de premier plan doivent répondre à une simple question. Avez-vous déjà fumé de la marijuana? Gouverneur Dean? Personne ne va répondre à cette question. John Kerry, oui ou non? Oui. Monsieur le député, oui ou non? Non, mais il faut décriminaliser. Un débat qui touche toutes les sphères de la politique. Même pendant la présidentielle de 2008, Barack Obama est interrogé en pleine campagne. Est-ce que je peux demander au candidat à la présidentielle s'il a déjà fumé du cannabis? Oui, je l'ai fait. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. C'était une erreur de jeunesse. J'ai avalé la fumée, car c'est quand même ça le but du jeu. Les joints s'invitent même sur les plateaux de télévision. Cet acteur joue les troubles faits dans une émission à grande audience. Une provocation pour promouvoir la légalisation pure et simple du cannabis. Aux États-Unis, ils sont de plus en plus nombreux à y penser. Avec parfois d'étonnants arguments. En Californie, cela permettrait de renflouer les caisses d'un État en faillite. Une taxe sur la marijuana, comme il en existe sur les cigarettes, rapporterait plus d'1 milliard d'euros. Pragmatisme à l'américaine. Sarah milite pour cette légalisation totale, qui aurait aussi le mérite d'en finir avec l'hypocrisie du système. C'est triste parce que beaucoup de gens sont obligés de se cacher, ils doivent l'acheter à des dealers sur le marché parallèle, alors qu'ils devraient pouvoir l'acheter dans un magasin normal, sans avoir à trouver un alibi, comme dire par exemple qu'ils ont telle ou telle maladie. Fin 2010, les Californiens sont appelés à voter pour dire s'ils sont favorables ou non à la légalisation. Les débats se multiplient, comme ce soir dans un théâtre de Los Angeles. Sur scène, une quinzaine de participants, des militants pro-légalisation comme Sarah et une poignée d'opposants. Les débats sont parfois houleux. On est des adultes. Dans cette salle, il y a des gens qui fument des cigarettes, ici il y a de l'alcool. Moi je ne consomme ni l'un ni l'autre, je pense qu'on devrait réglementer le cannabis de la même manière que ces deux produits. S'il vous plaît, donnez-nous des règles, des lois, de la compassion, pas des arrestations. Enfin, vous savez, moi, je connais bien le sujet et je crois qu'on oublie un peu trop vite les dangers de cette drogue. Ok, parlons-en. Non, attendez, parlons-en. Soyons réalistes. N'importe quelle substance a des effets positifs et des effets négatifs. La marijuana n'est absolument pas toxique. Personne dans l'histoire n'est mort d'overdose à cause du cannabis. Le plus important, c'est que la prohibition ne marche pas et ça ne marchera jamais. On a essayé depuis 1937 et ça ne marche pas. La preuve, avec cette opération des forces antidrogue américaines dans la forêt de Mendocino. En quelques heures, ces hommes vont arracher des milliers de plants illégaux de marijuana. En 2010, les commandos ont détruit 5 millions de plantes dans cette région, 2 fois plus qu'en 2009. Les trafiquants sont de plus en plus nombreux et de mieux en mieux organisés. Regardez ce tuyau d'irrigation. Je vais le couper. Et ça, c'est l'eau qu'il détourne des rivières pour irriguer ses cultures.
Aux États-Unis, la guerre contre la drogue est loin d'être gagnée. La consommation de cannabis s'envole d'année en année. 31 millions d'Américains admettent aujourd'hui avoir fumé pour le plaisir. Il n'était que 6 millions dans les années 60. Les autorités n'ont jamais pu faire cesser le trafic, malgré les milliards dépensés chaque année dans la lutte contre la drogue. Octobre 2010, à Tijuana, à la frontière du Mexique, la presse est convoquée pour filmer une saisie record de cannabis destinée au marché américain. C'est une saisie historique. Nous avons retiré de la circulation 105 tonnes de marijuana. Cela correspond à peu près à une valeur marchande de 85 millions de pesos, c'est-à-dire 5 millions d'euros. Devant les caméras, le cannabis est détruit et les trafiquants exposés. De bien belles images, un pétard géant qui ne doit pas masquer une réalité. Chaque année, les cartels feraient passer près de 7000 tonnes de marijuana aux États-Unis. Alors, beaucoup d'Américains craignent qu'une légalisation totale n'augmente encore la déferlante. Pour les conservateurs réunis chez le procureur de Los Angeles, il convient d'être prudent. David, how you doing, bud? Si l'on peut admettre l'usage thérapeutique du cannabis, il est risqué d'aller plus loin. On pourrait dire que la prohibition, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas complètement vrai et on ne va pas abandonner. On ne quitte pas un navire en disant « on verra bien ce qui se passera après ». Mais si on pense légaliser, alors il va falloir faire plus d'études, plus de recherches pour déterminer les effets sur la société, sur les enfants, sur la population. Il va falloir étudier les questions de dépendance, de l'impact de la drogue au travail, les problèmes de consommation au volant. Toutes ces études, on va les faire. Et c'est seulement le jour où on aura les résultats, où on pourra les montrer à tout le monde, et pas seulement aux pro-cannabis, qu'on pourra discuter et on verra. En attendant, ils ont sorti l'artillerie lourde pour torpiller la proposition de légalisation du cannabis avec des spots de campagne télévisés. Augmentation de la toxicomanie chez les jeunes. Porte ouverte vers les drogues dures comme la cocaïne ou la méthamphétamine. Augmentation des cancers. Le message est clair, il n'y a rien de bon à légaliser la marijuana, absolument rien. Ce 2 novembre 2010, les Californiens sont appelés à trancher. Ce matin, à Los Angeles, Sarah est pressée d'accomplir son devoir citoyen. L'enjeu est de taille et pourrait créer une onde de choc aux États-Unis. Si le oui l'emportait, tout Californien pourrait fumer, cultiver du cannabis sans entrave, simplement pour le plaisir. C'est la proposition 19. Voilà, c'est la proposition 19, je coche oui. Ça y est, c'est officiel. J'ai voté pour. Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons. Merci d'avoir voté. Je suis tellement excitée. Merci, merci à tous. Bye bye. Mais ce soir, chez les pro-cannabis, on fête la défaite. Le non l'a emporté avec 55% des voix. Pas question pour autant de dramatiser. Le débat a été lancé et pour ces militants, c'est déjà une victoire. Je ne dirais pas que c'est une défaite. On a planté une graine dans la tête des gens. On va continuer, on réécrira le projet de loi. On va trouver une autre manière pour convaincre ceux qui ont dit non. On finira par les rallier à notre cause. Rendez-vous donc à la prochaine élection en 2012. En attendant, Sarah et ses amis ont tout prévu pour se consoler. Elles ont avec elles ce qui restera pour l'heure un médicament, ces gâteaux au cannabis. On les fait avec des crackers, des carottes et différentes graines de citrouille, de soja, de marijuana et puis de la noix de coco. Ça en fait des petites boules de bonheur. Vous en voulez? C'est gentiment proposé.
Mais consommer de la marijuana pour le plaisir est encore illégal. Alors nous avons sagement décliné. Elles s'en moquent. Elles ont leur ordonnance. En France, cette idée que le cannabis puisse être un médicament qu'on pourrait par exemple acheter ici dans une pharmacie, eh bien ça fait sourire tout le monde. Chez nous, le cannabis c'est une drogue, et c'est une drogue dangereuse. Alors pourquoi certains pays s'en servent-ils pour soigner des malades? Qui a tort et qui a raison? Eh bien vous allez le voir, la réponse n'est pas évidente, car le cannabis c'est vraiment une plante à deux visages. Le reportage est signé Laurence Beauvillard et Frédéric Bonne. C'est une plante aux noms multiples, chanvre, marijuana, ganja. Il en existe 800 variétés de par le monde, mais pour les botanistes, il n'y a qu'une seule espèce, Cannabis sativa. Avec les fibres de sa tige, l'homme a pu fabriquer du tissu, de la corde ou du papier. La première Bible de Gutenberg a été ainsi imprimée avec du chanvre. Il a été cultivé dans toute la France. À Marseille, la Canebière lui doit son nom, car à cet endroit se trouvait une ancienne plantation de chanvre. Mais le cannabis est aussi l'une des plus anciennes plantes médicinales connues. Les Chinois l'utilisaient déjà comme drogue il y a près de 5000 ans. Ses principes actifs sont concentrés dans les feuilles et surtout dans les fleurs ou sommités florales. Ce sont elles que l'on fume quand on parle d'herbe. Si l'on secoue les fleurs de cannabis, on peut récolter leur pollen. Compressé, cela donne une sorte de résine. On parle alors de hashish ou de chichon. Il faut plusieurs dizaines de kilos de cannabis pour produire 1 kilo de hashish. Le cannabis est aujourd'hui la drogue la plus consommée au monde. En France, la moitié des jeunes de 17 ans l'ont déjà testé. On la retrouve dans tous les milieux. Nous avons demandé à 3 jeunes comédiens de reproduire des attitudes observées lors d'une soirée où l'on fume du cannabis. Elle est bonne. T'as vu ? Tirer un joint, c'est sympa, cool, agréable. Et c'est normal. Le principal constituant actif du cannabis, le THC, provoque dans le cerveau la sécrétion d'une substance, la dopamine. La dopamine agit sur le circuit du plaisir et de la satisfaction. L'absorption du cannabis peut donc déclencher une sensation de bien-être et de relaxation. De quoi avoir envie de recommencer. Quelques bouffées plus tard, l'ambiance est planante. On a faim, on a soif. Ça donne soif. Et les yeux rouges. Tout dépend bien sûr de la qualité et de la quantité fumée. Mais tous les organismes ne réagissent pas de la même façon au cannabis. Chez une minorité, ces effets peuvent prendre une dimension inquiétante. Tout est amplifié, déformé. On peut même prendre peur et ressentir des angoisses. De quoi alerter les parents et les autorités de santé publique. Brigitte a un problème avec la drogue. Pourtant, elle n'en consomme pas. C'est sa fille, Marion, qui fume du cannabis. Elle s'isole. Elle rate ses examens. Alors Brigitte a décidé de demander de l'aide. Grâce à elle, Marion va s'en sortir. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23 13 13. À Drogue Info Service, le cannabis génère une centaine d'appels par jour. J'ai 20 ans et je suis dépendante du cannabis depuis mes 14 ans. Oui. Et j'arrive plus à suivre. J'ai un travail, j'arrive plus à me lever.
J'arrive plus à avancer. Est-ce que votre consommation, elle a lieu à quel moment? C'est dans la journée? Ici, on écoute et on oriente vers les services de soins comme celui de Philippe Battel, un spécialiste des addictions. Selon lui, 5 consommateurs sur 100 deviendront dépendants au cannabis. Il y a une dépendance psychique évidente, et c'est probablement la plus puissante avec ce produit, c'est le fait d'avoir mis en place ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des croyances. C'est-à-dire l'idée que je ne peux pas faire ça sans avoir fumé. Je ne peux pas faire la fête sans avoir fumé, je ne peux pas faire l'amour sans fumer, je ne peux pas passer un samedi soir sans fumer, et finalement, même si je programme de fumer peu, je fume plus que ce que je devais fumer. Et puis il y a une dépendance qui est comportementale, qui fait que on est dans une situation comme un petit rat, comme ça, de laboratoire, qui a été formaté à un comportement. Et bien, quand on se retrouve dans une situation, par exemple, avec des copains, et bien, immédiatement, on roule un joint et on ne se pose pas de questions ni psychiques ni physiques de savoir si on en a envie ou besoin. Il n'y a jamais eu de mort par overdose de cannabis. Cependant, la prise de cette substance ne peut être considérée comme anodine, surtout chez des sujets fragiles psychiquement, avec des conséquences parfois dramatiques. Oui, on peut mourir d'une overdose de cannabis dans le sens que, sous l'effet du cannabis, on va avoir un trouble majeur du comportement qui est très souvent mu par une idée délirante qui arrive, un bad trip, et qu'on va essayer d'échapper, par exemple, à ce bad trip en passant par la fenêtre. On peut mourir d'une overdose de cannabis parce qu'en prenant beaucoup de cannabis, on va avoir des effets sédatifs, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'endormir, et on va prendre une autre drogue en même temps que le cannabis, comme par exemple beaucoup d'alcool, et on va avoir un coma tellement compliqué qu'on va en mourir. Donc c'est une drogue potentiellement dangereuse. En France, chaque année, 230 personnes en moyenne meurent d'un accident de la route attribuable à une consommation de cannabis. Voilà des raisons objectives pour en limiter l'usage. Mais cette plante ne doit pas être diabolisée. Elle peut aussi soulager bien des souffrances. De nombreux pays admettent l'usage du cannabis thérapeutique pour les propriétés suivantes. C'est un antidouleur, un antivomitif, un antispasmodique, un anti-inflammatoire et un vasodilatateur. Il peut être prescrit dans le cas de graves maladies comme le cancer, le sida, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, mais aussi pour traiter les glaucomes ou réduire les crises d'asthme. En France, c'est encore interdit, mais nos voisins européens sont plus tolérants. Nous voici en Suisse, à Crans-Montana, une station de ski de réputation internationale. Mais ce village de montagne doit aussi sa renommée à la qualité de ses cliniques, comme la clinique bernoise, un centre de référence européen pour la sclérose en plaques. Ici, le docteur Vanet soigne une partie de ses patients avec du cannabis. Il est prescrit sous forme de tisane, une petite infusion de cannabis avec un nuage de lait pour atténuer les douleurs. Historiquement, il y a une dizaine d'années, on sait que par exemple les sidéens qui ne mangent mal ou ont perdu l'appétit, ou bien les jeunes qui font une chimiothérapie, qui vomissent dans le cadre de la chimiothérapie, ça c'est des indications pour utiliser du cannabis qui sont connues depuis une dizaine, vingtaine d'années. Ce qui est nouveau, depuis peut-être 5-6 ans, on sait qu'on peut utiliser le cannabis pour alléger les spasmes, ça veut dire des contractions musculaires désagréables que surtout les patients qui ont une sclérose en plaques, mais aussi des gens qui sont paraplégiques, ressentent juste avant de s'endormir. On a déjà consommé sous forme de tisane et puis des biscuits. Ça m'a beaucoup aidé. Je prenais ça le soir et puis je dormais vraiment bien, quoi. J'ai beaucoup moins de spasticité. Et puis je suis convaincue qu'on pourra faire beaucoup de choses à l'avenir avec le cannabis pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Il y a un dosage vraiment spécial à faire et à trouver notre propre dosage. Faut pas qu'on voit les petits éléphants roses, quoi. Mais ça fait vraiment du bien, quoi. Michel a perdu l'usage de ses jambes à 20 ans à la suite d'un accident de la route. Depuis des années, il s'est converti au cannabis, le seul produit à même de soulager ses spasmes.